Hey, that was on too. Ce qu'il y a avec les secrets, c'est qu'ils ne restent jamais enterrés. Vous pouvez les cultiver pendant des décennies, les abreuver de silence et les ceindre d'isolement. Ils trouvent toujours un moyen de percer la surface au moment où vous vous y attendez le moins. J'ai appris cette leçon à l'automne 1987, lorsque 23 années de protection minutieuse se sont effondrées en l'espace de quelques jours, et que tout ce que je croyais savoir sur la créature vivant sur nos terres s'est avéré bâti sur des fondations dont j'ignorais l'existence. Je m'appelle Harold Pembroke, et j'avais 49 ans quand la vérité a fini par nous rattraper. Je vivais avec mon jeune frère, Dennis, 45 ans à l'époque, dans un ranch de moutons dans le nord de l'État de Washington, là où la chaîne des Cascades impose vraiment sa loi de montagne. Nos 200 hectares étaient un mélange de pâturage, de forêts primaires denses et d'affleurements rocheux qui cachaient un réseau de grottes que nous connaissions depuis l'enfance. La ville la plus proche, Millbrook, se trouvait à 20 km au bout d'un chemin de gravier sinueux qui se transformait en un véritable bourbier à chaque pluie. Nous étions isolés, et ce n'était pas pour rien. Nous avions hérité de la propriété de notre père en 1964, l'année de sa mort. Les Pembroke avaient des racines profondes dans cette terre, mais notre plus grand secret ne se trouvait pas dans la terre. Il était dans les grottes. Ce matin d'octobre a commencé comme tous les autres. J'étais dans la grange, en train de me battre avec notre vieux tracteur John Deere, quand j'ai entendu le quarter horse de Dennis Dusty remonter l'allée bien trop vite. Dennis ne faisait jamais courir ce cheval, sauf si quelque chose n'allait pas. Je me suis extirpé dessous le capot juste au moment où il mettait pied à terre, le visage crispé par une expression que je n'avais pas vue depuis des années. « Harold, on a de la visite, » dit-il à voix basse. « Des gens sur la crête nord. Ils ont l'air officiels. Des camions, du matériel. Ils marquent des arbres. » Mon estomac s'est noué. Quel genre d'officiel? Pas pu m'approcher assez pour voir des badges, mais les camions avaient des plaques fédérales, et Harold, l'un d'eux portait un fusil de type militaire. La crête nord, ça les plaçait à environ 5 km de l'entrée principale de la grotte, assez près pour tomber dessus par hasard, assez près pour le trouver. « Est-ce qu'ils t'ont vu ?» ai-je demandé. « Je ne crois pas. Je suis resté à couvert. Mais s'ils commencent à descendre vers le sud, » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Nous savions tous les deux ce qui était en jeu. « J'irai ce soir, » ai-je dit en retirant mes gants de travail. À la nuit tombée, pour le prévenir. Dennis a hoché la tête, son visage marqué par une inquiétude qui n'avait rien à voir avec les moutons ou les tracteurs. « Sois prudent, Harold, si c'est ce que je pense. » Si le gouvernement a enfin trouvé des preuves de son existence, on a juste besoin d'informations, l'ai-je interrompu, bien que je pense la même chose. Le reste viendra après. Cette nuit-là, en attendant que l'obscurité s'installe, mon esprit est revenu à l'hiver 1964, lorsque Dennis et moi avons découvert que nous n'étions pas seuls sur cette montagne. Notre père était mort depuis 3 semaines, quand une tempête monstre a éclaté, déversant des tombereaux de neige. Le 4e matin, nous sommes allés à un vieil hangar à matériel pour chercher un poêle à pétrole, et nous avons entendu un bruit, quelque chose entre un gémissement et un cri, un son d'épuisement et de peur pure. Devant le hangar, il y avait des traces dans la neige, des empreintes de pas clairement bipèdes, longues de près de 50 cm et profondément enfoncées, suggérant quelque chose d'incroyablement lourd. « Ce n'est pas un cerf », avais-je dit, énonçant une évidence. Dennis, toujours le plus courageux, a poussé la porte. Dans la pénombre, accroupi dans le coin le plus éloigné, se trouvait une créature de légende. Il était massif, mesurant plus de 2 mètres, même recroquevillé, couvert d'une épaisse fourrure gris-brun emmêlée de glace. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Ils étaient marron foncé, presque noirs, et remplis d'une intelligence indéniablement consciente. Ce n'était pas un animal,
C'était une personne, un être avec des pensées et des peurs. Et il tremblait si violemment que j'ai su qu'il était en train de mourir d'hypothermie. Il était trop faible pour être une menace. Nous avons travaillé pendant des heures à allumer le vieux poêle à bois, à lui apporter des couvertures et du café chaud. Il observait chacun de nos mouvements, mais ne résistait pas, semblant comprendre que nous essayions de l'aider. Au moment de partir, il nous a arrêtés. Il a touché sa poitrine avec une main massive et a émis un son, un mot guttural qu'il m'a fallu un instant pour déchiffrer. Barton. Dennis et moi nous sommes regardés. Il nous dit son nom, a murmuré Dennis. Nous nous sommes désignés. Harold. Dennis. Il nous a regardés l'un après l'autre, et une lueur de ce qui ressemblait à du soulagement a traversé son visage. Nous l'avions reconnu. À cet instant, nous avons fait un choix. Protéger, pas exposer. Ce choix a défini les 23 années suivantes de notre vie. Maintenant, en 1987, j'ai fait le trajet jusqu'à sa grotte à la faveur de l'obscurité, transportant des provisions et le fusil de mon père pour tout prédateur que je pourrais rencontrer. J'ai fait clignoter ma lampe 3 fois à l'entrée cachée, notre signal. Quelques instants plus tard, Barton a émergé. Il avait vieilli, comme nous tous, avec plus de gris dans sa fourrure, mais il restait la présence physique la plus impressionnante que j'ai jamais connue. « Barton », ai-je dit doucement, « nous avons un problème. » J'ai esquissé ce que Dennis avait vu dans mon carnet, des bonshommes allumettes représentant des hommes, des camions, des fusils. Sa posture a changé immédiatement. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une angoisse profonde, hélas. Il m'a fait signe de le suivre plus profondément dans la grotte, dans une chambre que je n'avais jamais vue auparavant. Le faisceau de ma lampe de poche a balayé les murs et j'ai retenu mon souffle. Les murs étaient couverts de dessins, certains anciens et d'autres clairement réalisés par Barton. Ils montraient des silhouettes de son espèce, mais aussi un autre type, de forme similaire, mais plus agressif, portant des armes rudimentaires. Dans plusieurs dessins, ces silhouettes agressives étaient montrées en train de chasser et de tuer d'autres qui ressemblaient à Barton. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Barton a pointé les silhouettes agressives, puis lui-même, en faisant un geste que nous avions établi il y a des années pour signifier « se cacher ». « Tu te cachais d'eux », ai-je réalisé les pièces du puzzle s'assemblant. « Pas des humains, des autres comme toi. » Il a hoché la tête avec insistance, puis il a montré un nouveau dessin qu'il avait fait, les hommes avec les camions et le matériel que je venais de lui esquisser. Et à côté d'eux, il avait dessiné les silhouettes agressives. Ils travaillaient ensemble. Les agents fédéraux, ils travaillent avec ceux que tu fuis. Un autre hochement de tête urgent. Il m'a montré une carte rudimentaire de la région avec des territoires marqués. La plupart étaient barrés. Le nôtre était l'un des rares restants. Il le chassait lui, spécifiquement. Il a ensuite pointé une ancienne gravure de son espèce groupée et a fait un geste ample sur sa gorge. Sa famille, ils avaient tué sa famille et il était en fuite depuis. Nous pensions le protéger des curieux. Nous n'avions aucune idée qu'il était un réfugié, fuyant un génocide. Je suis retourné au ranch pour trouver Dennis près de la radio à ondes courtes, le visage sombre. « J'ai capté des fréquences militaires », dit-il. Il n'était pas prudent. J'ai entendu des fragments. Spécimen, confinement et Harold. Ils ont dit usage de la force létale autorisée. Je lui ai raconté tout ce que j'avais appris. Ça nous dépassait complètement. Nous avions besoin d'aide. Puis je me suis souvenu d'un nom d'il y a des années. Caroline Ashford, ai-je dit, la chercheuse en faune sauvage du service des forêts. Elle était ici en 79, a trouvé des empreintes inhabituelles. Son supérieur l'a fait taire, lui a dit d'oublier. « Tu penses qu'elle nous aiderait ?» a demandé Dennis. « Je pense qu'elle n'a jamais oublié ses empreintes, ai-je dit en me dirigeant vers le téléphone. C'est notre seule chance. » J'ai réussi à joindre sa secrétaire et j'ai laissé un message.
Dites-lui que c'est Harold Pembroke. C'est à propos des empreintes qu'elle a trouvées. Dites-lui que si elle ne vient pas bientôt, l'espèce qui les a faites pourrait ne plus exister très longtemps. Le lendemain, pendant que nous attendions, Dennis est retourné sur la crête pour observer de plus près le camp fédéral. Il est revenu des heures plus tard, le visage pâle, tenant un appareil Polaroid. C'est pire qu'un camp de géomètres, Harold. C'est une opération militaire. Et ils en ont un. Il m'a montré les photos. Dans un enclos renforcé au bord du camp, se trouvait l'une des créatures agressives. Elle était plus sombre que Barton, rayonnant de menaces. Les soldats ne la traitaient pas comme un prisonnier. Ils la traitaient comme un partenaire. Ils lui donnaient de la nourriture, lui montraient ce qui ressemblait à des échantillons d'odeur. Ils l'utilisent comme pisteur, ai-je dit, la voix vide. Comme pour confirmer mes dires, un hélicoptère a survolé la montagne à basse altitude. Ils étendaient leurs recherches. En rentrant à la maison, nous avons trouvé des traces de pneus fraîches et une carte de visite coincée dans notre porte. Colonel Raymond Whitmore, département de l'Intérieur, opération spéciale. Au dos, un message. Toute coopération sera appréciée. Toute ingérence fera l'objet de poursuites. Il savait que nous étions là. Il savait que nous étions impliqués. À ce moment précis, un camion du service des forêts est entré dans notre allée. Une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux vifs et intelligents, en est sortie. Caroline Ashford. « Monsieur Pembroke, dit-elle en s'avançant vers nous, votre message était percutant. Nous lui avons tout raconté. Elle a écouté avec la concentration d'une scientifique et l'excitation croissante de quelqu'un dont les soupçons de longue date se confirmaient. Je dois le voir, dit-elle finalement. Je dois documenter cela. Si je peux déposer une déclaration de découverte officielle, ça crée une trace écrite. Ça ne les arrêtera peut-être pas, mais ça compliquera les choses. Cette nuit-là, nous l'avons emmené à la grotte. Barton était méfiant, mais il semblait sentir que Caroline était une amie. Elle a travaillé rapidement et respectueusement, le photographiant, collectant des échantillons de poils qu'il offrait et documentant les dessins de la grotte. Au moment de partir, des hélicoptères ont vrombi au-dessus de nos têtes, plus proches que jamais. Ils se dirigeaient vers le sud. De retour au ranch, Caroline a passé 1 heure au téléphone, déposant des notifications formelles de découverte d'une nouvelle espèce auprès de 3 agences fédérales différentes. « C'est dans le système maintenant », dit-elle en raccrochant. « Ils ne peuvent plus prétendre que ça n'existe pas. » Le téléphone a sonné presque immédiatement. J'ai répondu en mettant le haut-parleur. « Monsieur Pembroke, ici le colonel Raymond Whitmore. Je crois que vous avez interféré dans une affaire de sécurité nationale. » Sa voix était froide et professionnelle. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. La créature que vous protégez n'est pas une victime innocente. C'est un prédateur, un tueur. Nous avons trouvé des restes humains dans ces grottes, des randonneurs disparus au fil des ans. Votre ami Barton est un tueur en série et vous l'avez abrité. La population agressive, ils nous aident à faire la police au sein de leur propre espèce en traquant les individus dangereux. Vous êtes complice de meurtre depuis 2 décennies. La communication a été coupée. L'accusation flottait dans l'air, écœurante et incroyable. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, mais une graine de doute avait été plantée. Le moment de l'arrivée de Barton en 1964 coïncidait avec la disparition de 3 randonneurs. « Nous devons en avoir le cœur net », a dit Caroline, la voix assurée. « Nous devons y retourner. » Nous sommes retournés aux grottes, dépassant la chambre au dessin pour nous aventurer plus profondément dans des passages que je n'avais jamais explorés. Là, nous avons trouvé une autre chambre. Ce n'était pas une salle des trophées, c'était un mémorial. Des objets personnels, sacs à dos, vêtements, une boussole, étaient disposés en collections soignées. À côté de chacun, gravés dans le mur, se trouvaient des approximations phonétiques de noms. C'est un comportement de deuil,
a murmuré Caroline en photographiant tout. Il ne les a pas tués, il les a trouvés après leur mort, d'hypothermie, d'accident. Il leur rendait hommage. Barton est apparu à l'entrée, l'expression pleine de chagrin, comme si nous avions violé un deuil privé. Je l'ai interrogé et il l'a confirmé par des gestes. Froid, tempête, trouvé trop tard. Il avait essayé de les sauver. Whitmore avait soit menti, soit mal interprété les preuves pour qu'elles correspondent à son récit. Mais avant que nous puissions digérer l'information, les hélicoptères étaient sur nous. Ils avaient trouvé le système de grotte. Nous avons couru, Barton nous guidant à travers des sentiers cachés, tandis que les bruits de la poursuite, soldats, chiens et le hurlement terrifiant de la créature pisteuse se rapprochèrent derrière nous. Au bord d'un ravin escarpé, Barton s'est arrêté. Il nous a fait signe de partir, de nous cacher. Il allait les attirer au loin, se sacrifiant pour nous. « Non !» ai-je crié, mais il était déjà parti, s'écrasant à travers les sous-bois, attirant les projecteurs et les cris loin de nous. Il nous faisait gagner du temps pour que la vérité éclate. Nous sommes rentrés au ranch à l'aube. Caroline a immédiatement commencé à préparer ses preuves pour la presse. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était Whitmore. « Votre ami nous a mené une sacrée course-poursuite, dit-il. Il est maîtrisé, mais quand nous l'avons acculé, il ne s'est pas battu. Il s'est rendu. Parce que ce n'est pas un tueur, ai-je rétorqué. Il y eut une longue pause. Nous avons examiné cette chambre mémoriale, dit Whitmore, son ton ayant changé. Je dois admettre que cela soulève quelques questions sur nos hypothèses précédentes. Je vais faire quelque chose qui pourrait mettre fin à ma carrière. Je retarde l'ordre d'élimination de 48 heures. Votre scientifique, le Dr Ashford, me rencontrera à mon camp de base. Elle vient seule. Convainquez-moi que nous nous sommes trompés. C'était un risque, mais c'était notre seule chance. Caroline y est allée. La réunion a duré 6 heures. Quand elle est revenue, elle avait l'air épuisée mais résolue. « C'est un soldat qui a reçu de mauvais renseignements, dit-elle. Il remet tout en question. Le sursis à l'exécution est prolongé de 30 jours pour une enquête complète. Il veut observer l'interaction de Barton avec nous. » Le lendemain, nous sommes allés au camp de base. Whitmore nous a accueillis, le visage grave. « 23 ans, c'est long pour faire confiance à quelque chose, dit-il. Qu'est-ce qui vous rend si certain? Il m'a sauvé la vie une fois, lui ai-je raconté. Il m'a sorti d'un ruisseau gelé alors que je me serais noyé. Il aurait pu me laisser mourir et personne ne l'aurait su. À l'intérieur d'une grande tente, Barton attendait. Quand il m'a vu, il s'est levé et s'est approché de la barrière en filet, posant sa main sur mon épaule dans notre geste familier de confiance. Whitmore observait, silencieux et pensif, tandis que Caroline expliquait la science derrière la capacité de Barton à créer des liens sociaux et à ressentir le deuil. Les preuves s'accumulaient que la population agressive avait manipulé le gouvernement pendant des décennies, les utilisant pour éliminer leurs rivaux pacifiques. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. Une alarme a retenti dans le camp. La voix de Whitmore a crépité à la radio. Ils ont franchi le périmètre, 3 d'entre eux, en direction de la tente de Barton. J'ai couru, arrivant pour voir la tente de confinement déchirée. Le pisteur et 2 autres se rapprochèrent de Barton. Le pisteur s'est jeté sur lui, mais Barton n'a pas répondu à la violence par la violence. Il a esquivé l'attaque, a saisi le bras de la créature et de sa main libre a touché son visage dans un geste de compassion indubitable. Il offrait une connexion, pas un conflit. Le pisteur s'est figé, son agressivité remplacée par une confusion totale. À cet instant, des soldats ont fait irruption. Le charme était rompu. Les 3 créatures agressives se sont enfuies dans la nuit. Whitmore se tenait à côté de moi, fixant Barton. « C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue, » dit-il doucement. « J'observe ces créatures depuis 15 ans et je n'en ai jamais vu une seule faire preuve de pitié. Je pense que votre ami vient de faire plus pour changer notre compréhension de cette espèce que 20 ans de recherche. » Les suites de cet événement ont tout changé.
Le rapport de Whitmore, étayé par la science de Caroline et mon témoignage, a conduit à la suspension du programme de partenariat du gouvernement. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était suffisant. Barton était libre. Il a été relâché sur nos terres, désormais sous statut de protection officielle. La fuite était terminée. Je l'ai raccompagné une dernière fois jusqu'à ces grottes, non plus en tant que fugitif. « Que feras-tu s'ils reviennent » ai-je demandé. Il s'est arrêté et m'a regardé. Il a touché mon épaule, puis a émis une série de sons que je n'ai pas entièrement compris, mais dont le sens était clair. Il continuerait d'essayer, de tendre la main, de croire que la connexion était possible, même avec ses ennemis. Il a disparu dans l'obscurité de sa demeure, mais ce n'était plus une cachette. C'était juste sa maison. En retournant au ranch, j'ai pensé aux monstres. Ils existent, mais ils ne sont pas toujours ce que nous attendons. Parfois, ils portent des uniformes et suivent les ordres. Et parfois, la créature dans l'ombre est la chose la plus humaine de la forêt. Notre secret était révélé, mais la vérité était plus complexe et plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Après 23 ans de silence, la chose la plus importante avait enfin été dite. Et pour la première fois depuis longtemps, les montagnes semblaient vraiment en paix.